Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Et oui, ça y est, enfin, tout le monde l'attendait depuis tellement longtemps. Mais c'est quoi la suite? Mais c'est quoi la suite? Eh ben, on la connaît. Et en fait, tout le monde savait que ça allait être ça. Hein? Donc, nous sommes avec une annonce sur le site de FFG en anglais. Oui, parce qu'il faut pas compter sur Asmodée pour nous faire un truc en français. Hop, pic numéro 1 contre Asmodée. Et 30 secondes, il a déjà commencé à troller. voilà. Et donc, ils nous ont annoncé le prochain cycle repackagé dans l'édition révisée, à savoir l'ancien cycle 8 et Red Mitrine. Et on va un petit peu voir ce que raconte cette news, Portinou. Alors, Yes. peut-être avant toute chose, t'en penses quoi, toi, de cette news? De la news en tant que telle ou du Pas contenu du compte, du fait que ce soit le cycle 8. comme tu dis, c'était pas vraiment une surprise pour les joueurs qui avaient un petit peu suivi parce que on avait vu dans les packs de démarrage qu'il y avait des cartes de à peu près tous les cycles en grande quantité, sauf les cycles 5, 6 et 8. Donc effectivement, c'est pas vraiment. C'était le scénario le plus probable. Maintenant, est-ce que je suis content que ça soit le cycle 8? Ça, je suppose qu'on va pouvoir en reparler un petit peu. Mais disons qu'en tout cas, de mon point de vue, c'est une décision logique. Voilà, mais je reviendrai là-dessus. Ouais, donc la théorie du comptage des cartes est donc vérifiée. Oh, 80% des gens pensaient que ce serait le cycle 8. Il y avait un petit doute. Peut-être qu'ils allaient quand même glisser cycle 7 avec cette histoire de continuité scénaristique, mais non, au final, c'est bien le cycle 8. Bon, Donc allez. ça permet aussi de montrer qu'il n'y a que 20% des joueurs qui lisent les histoires dans ce jeu. Donc ça montre aussi l'intérêt de la partie scénaristique. Effectivement, effectivement. On ne joue pas au Seigneur des Anneaux pour son scénario. Bon, alors, on va commencer en plusieurs parties. Je propose qu'on passe en revue tout d'abord les cartes joueurs. Enfin, les cartes joueurs qui ont Vas-y. été spoilées. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet héros, en fait, hein? Donc, dans le paquet héros, ils nous ont dévoilé quelques petites choses. Donc, on va un petit peu passer en revue. À quoi faut-il s'attendre? Eh bien, le premier, peut-être le gros archétype qui est apporté par ce cycle, c'est l'archétype d'Aile. Alors, en quoi consiste l'archétype d'Aile? Alors, l'archétype d'Ale, c'est très simple. C'est un archétype dans lequel on va vouloir mettre des attachements sur ces personnages pour les booster et pour piocher. Donc, notamment ici avec la capacité du héros Brand qui est centrale dans l'archétype. Donc, l'idée, c'est vraiment de jouer sur une combinaison d'alliés et d'attachements. Moi, c'est un archétype que je trouve très sympa à défaut d'être très fort, hein. Pour ceux qui s'attendent à quelque chose du type Sylvain ou Nain, on n'est pas sur ce niveau d'efficacité-là. Mais c'est un archétype qui peut être fun. Il y a des joueurs qui n'aiment pas, il y a des joueurs qui aiment bien. Moi, je fais partie de ceux qui apprécient l'archétype. Oui, donc notre Brand fils de bain, là, si on traduit son texte pour les anglophobes, parce que voilà, il y en a, chaque personnage d'Aile que vous contrôlez avec un attachement joueur gagne plus 1 de volonté. Notons ici qu'il est écrit personnage, ça veut donc dire qu'on va pouvoir attacher des choses sur les alliés. Et ça, c'est aussi une nouveauté apportée par ce cycle, le fait de pouvoir attacher beaucoup de choses sur les alliés, alors que c'était très restreint auparavant. Et il y a une réponse, après que vous avez joué un attachement sur un personnage d'Aile qui n'a pas d'attachement, piochez une carte. Donc on a un moteur de pioche et un boost de volonté. Sur un héros qui n'a que 10 de Très menace. sympa. Je n'ai pas dit, il n'a que 10 de menace, notre Brand fils de bain, 2-3, 2-3 au niveau des stats. C'est ça. C'est un archétype très sympa et il se pourrait que dans les prochaines semaines, on ait une petite vidéo de partie filmée avec cet archétype, mais je n'en dis pas plus. Oh, ce Oh, teaser, oh là ah, là. incroyable, t'as Ah, vu ça, hein? allez. On en a un deuxième de héros qui joue sur la mécanique d'Aile, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, alors déjà, quand vous jouez Dale, il faut un petit peu refaire l'arbre généalogique parce que c'est toujours le bordel. Donc là, c'est Bard, le fils de Brand, qui a le texte quand je le traduis. Quand vous jouez un attachement objet, Bard, fils de Brand, est considéré comme ayant les icônes de ressources imprimées de toutes les sphères. Donc en gros, avec Bard, vous pouvez payer des attachements objets de n'importe quelle sphère. Et il a une réponse qui peut être sympa aussi. Quand un personnage quitte le jeu, renvoyez chaque attachement qui était attaché à ce personnage dans la main de son propriétaire, limite une fois par phase. Donc en gros, vous avez un allié à qui vous avez attaché des cartes, vous avez pioché grâce à son père, j'espère que vous suivez, et si vous deviez tracher par exemple cet allié, vous allez récupérer tous les attachements et relancer la mécanique de pioche, etc. Yep, donc voilà, moi j'avoue,
même si je suis un vieux de la vieille du jeu, Dale, je l'ai jamais joué. Jamais. J'expliquerai des raisons pourquoi, pas que c'est pas bon, hein, non, non, je perçois en quoi ça peut être sympa de le jouer, mais voilà, jamais pris le temps de le builder, jamais pris le temps de le jouer, donc je ne sais pas apporter beaucoup de commentaires techniques sur le truc. C'est quelque chose qu'il faudra que je corrige d'ailleurs. Et d'ailleurs, étonnant, Shep, puisqu'il y a un autre personnage, un autre héros Dale dans l'édition révisée que tu apprécies particulièrement. Essayez de trouver qui c'est. Hein? Il y a déjà un héros Dale qui est disponible. Ah oui, c'est l'Anduin. C'est l'Anduin, hein, c'est l'Anduin, oui. Ah, mais oui, c'est l'Anduin. Oui, c'est l'Anduin, ouais, effectivement. Mais elle rentre pas du tout dans l'archétype, mais voilà. Donc voilà, vous avez compris l'idée, hein, on va jouer sur des attachements, sur des personnages, et on pourra récupérer ces attachements qu'on attacherait sur des alliés qui quitteraient le jeu, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en tout cas, ça a le bon goût d'amener un archétype, une mécanique plutôt qui n'existe pas encore en édition révisée. Oui. Ça se distingue assez fort de tout ce qui est déjà disponible, donc ça amène de la diversité et ça c'est toujours bien. Oui, tout à fait. Alors, il nous dévoile après quelques autres ces attachements qu'on peut attacher sur des alliés. Un des plus emblématiques, c'est l'armure ancestrale. Ça coûte 4, on est en commandement, c'est un objet et une armure. Attaché à un personnage commandement ou noble, c'est restreint, limite de 1 par personnage. Le personnage attaché gagne plus 2 de défense et plus 2 points de vie. Ben, je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps sur la chaîne avec les Sylvains, même si effectivement c'est plutôt a priori quand on regarde le texte Théoden qui est sur la carte. Mais évidemment, on va avoir beaucoup d'attachements joueurs qui rentrent dans cette extension grâce justement à l'introduction des Dale. Et vous allez voir aussi quelque chose qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de ces attachements qui, comme ici, peuvent être attachés à des personnages et pas forcément à des héros. Donc ça ouvre pas mal de possibilités de build si vous voulez mettre des attachements sur des alliés, même en dehors de l'archétype Dale. Ah, ben Celle-ci est évidemment très sympa. Ça peut rendre un allié très solide défenseur, hein, l'armure ancestrale, c'est clair. Plus de défense, plus de points de vie. Mais moi, je l'aime bien. Ça, c'est jouable aussi sur d'autres personnages. C'est pas jouable qu'en Dale. C'est ça qui a le bon goût de ces attachements. C'est que ça peut vraiment être sorti de l'archétype Dale et être joué ailleurs. C'est ça qui est chouette aussi. On en reparlera lors de l'Open the Box, mais celle-ci, pour moi, dans les builds qui sont intéressés, est une carte qui peut vraiment faire la différence. Alors, il nous dévoile aussi l'épée du guerrier. L'épée du guerrier, donc ça, vous attachez à un personnage tactique ou qui a le trait guerrier, c'est restreint, limite de 1 par personnage, et le personnage attaché gagne plus 1 d'attaque pour chaque ennemi engagé avec vous, limite de plus 3 d'attaque. Voilà, et il y a 1 de coup, ça coûte 1. Et c'est sympa parce que on voit que, oui, ça rentre dans l'archétype Dale évidemment, parce que ça s'attache à un personnage, mais il y a ce petit côté, tu te dis, ah, Dunedain, il dira pas non à ça. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal. Alors il nous présente un allié Dale. C'est le meilleur allié Dale, hein. Celui-là, il est vraiment génial. C'est le gardien d'Esgaroth. Le gardien d'Esgaroth gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense et plus 1 point de vie pour chaque attachement joueur différent qu'il a, avec une limite de plus 3 pour chaque stat. C'est déjà pas mal, hein. Tu peux en faire un 4-4-4-4. C'est un monstre. Ça peut être un monstre, ce personnage. Ouais. Je pense qu'il y a une des cartes qui va venir derrière qui va montrer pourquoi, parce que tu peux même faire mieux que 4-4-4. Puisque vous avez vu par exemple avec l'épée qu'on vient de présenter, que l'épée déjà booste ses stats, donc en fait, lui, il peut déjà taper à 7 sans problème. Ouais, ça peut, ça peut monter vite. Ça peut monter très vite. C'est un monstre. Ouais. Un monstre, et coûte pas cher à poser en plus. Alors, il nous en montre un autre, c'est la sentinelle Credwater, je ne sais plus comment c'est en français, à mon avis, c'est pas eau rouge, hein, ça a dû être traduit autrement. Non, oui, quelque chose rouge, je sais plus. Ouais. Donc, c'est 3 de coups, on est en commandement, 0 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie, il est Dale et guerrier. Réduisez le coût pour jouer les attachements armure sur la sentinelle de l'eau rouge de 1. La sentinelle de l'eau rouge gagne plus 1 de défense et gagne sentinelle tant qu'il a une armure attachée. Alors déjà, c'est bien parce que je viens de me rendre compte en direct que j'avais fait un misplay sur une prochaine vidéo, puisque j'avais oublié la première partie de sa capa. Mais
C'est un très bon défenseur, hein. Il est pas aussi fort que l'allié qu'on vient de voir, qui est probablement le meilleur allié d'Ale, mais c'est la solution de défense principale en Dale, puisque vous aurez remarqué que les deux héros qu'on a présentés, Bard et Brandt, ne sont pas des défenseurs fous. Ils ont 2 de défense et 3 points de vie. Pour des héros, c'est pas terrible. Donc ça vient amener une solution de défense très sympa. Vous lui mettez un attachement armure qui lui donne déjà de la défense, comme par exemple l'armure ancestrale. Bah, mine de rien, le coco, il défend à 5. Donc, Avec l'armure ancestrale, rien que tu lui poserais avec l'armure ancestrale, alors c'est déjà ça parce que ça coûte 4, hein, mais tu lui poses l'armure ancestrale, le mec... Donc elle fait coûte Moins 3 oui, c'est vrai que c'est le coût de 3, c'est juste. Et ça fait 5 défense, 5 points de vie. Ça va. Franchement, il y a pire. Honnête, c'est honnête. Alors, il y a aussi du trafic. Trafic de Dale. Ça, c'est une super carte d'économie en Dale quand vous l'avez après quelques tours. Action de phase d'organisation. Choisissez un héros Dale que vous contrôlez. Ajoutez une ressource à la réserve de ce héros pour chaque personnage que vous contrôlez avec un attachement joueur. Et vous ne pouvez jouer qu'un seul exemplaire de trafic de Dale à chaque tour. Bon, c'est génial. Hein. Ouais, c'est juste que c'est pas du early game, quoi. Donc, mais ça peut te relancer en mid-game. On en reparlera, mais tu peux facilement, en tour 2 ou tour 3, dans le bon build, avoir 5-6 ressources grâce à cette carte. Plutôt tour 3, je vais pas exagérer, mais tour 3, tu peux avoir 5-6 ressources grâce à cette carte. Ah oui, tour 3, oui. Mais voilà, c'est pas tour 1, quoi. C'est pas un héritage de Numénor. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Notons que celle-ci coûte 1 quand même. Donc ça fait moins 1 au bilan de ressources. Mais évidemment, tu les places sur un autre héros d'une autre sphère ou multisphère, genre sur le fils là. Bah, sur le fils, tu peux jouer toutes les sphères pour les attachements et t'es reparti et tu relances, la machine. Un petit tour de carrousel. Il nous propose aussi le roi de Dale, qui est un attachement énergie, qui coûte 2, qui est unique, qui est un titre. Donc attention, celui-là ne rentre pas dans la mécanique. Vous m'avez compris, c'est pas un objet. Attaché à un héros Dale ou Esgaroth. C'est bien d'avoir précisé qu'on pouvait l'attacher à Esgaroth. Il n'y a pas d'Esgaroth en édition révisée, ne cherchez pas. Voilà. Alors, organisation, action, incliner le roi de Dale pour réduire le coût du prochain allié Dale que vous jouez cette phase de 1 pour chaque attachement joueur différent sur le héros attaché. Cet allié ne nécessite pas ressources match, donc ne nécessite pas de ressources adéquates. Ah ben, voilà. C'est un peu usine à gaz, mais ça peut être super fort. Oh, bah écoute, tu vas mettre ça sur un héros, tu lui mets un deuxième attachement qui coûte 0 et la carte se rembourse. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle se rembourse tout de suite et mine de rien, tu vas la poser sur un héros si c'est le premier attachement que tu poses. En plus de ça, tu pioches derrière. Mais voilà, jouer à un allié tous les tours de n'importe quelle sphère pour 2 ressources de moins, c'est super appréciable. Ah oui, c'est clair. C'est clair. En fait, Dale va devoir un peu serrer les fesses tour 1. Et puis après, c'est parti, quoi. Il y en a encore. Alors, aux armes, action, choisissez un allié avec un attachement joueur, redressez cet allié. Voilà. C'est gratuit. Simple, efficace. Ah bah écoute, si l'allié que tu redresses, c'est lui, t'es content. Ou même à la limite, lui, tu peux être content aussi. Donc, c'est une belle carte. Ouais, c'est une belle carte. Voilà. Et donc, alors, il n'y a pas que ça en Dale, évidemment, dans le cycle, mais ils nous ont montré quelques petites choses pour vous donner un aperçu du deck Dale. Et c'est vrai que vu comme ça, ça me donne peut-être envie d'aller en construire un et d'enfin jouer cet archétype. Je pense, blague à part, Shep, que mécaniquement, ça te plairait beaucoup parce que c'est un archétype dans lequel il faut réfléchir à table. Donc, ça ne fait pas partie de ces archétypes qui déroulent de manière automatique. Ce sont des archétypes où tu dois penser ton tour, dans quel ordre est-ce que tu fais les choses, qu'est-ce qui est la bonne option au bon moment, par exemple, quel attachement sur quel allié ou quel héros, en fonction de ce que tu as en main. Et ça demande quand même pas mal de réflexion. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup, moi. Ouais. Bon, là, c'est vrai qu'il m'inspire bien. Il m'inspire un peu plus qu'à l'époque. Donc, je vais aller corriger ça, à mon avis. Bon, si vous êtes curieux, restez bien au fait des prochaines vidéos de la SDHJCE TV. Ouais. Alors, deuxième archétype, appelons-le comme ça, qu'ils vont nous présenter, parce que c'est vrai que c'est un vrai archétype en collection complète. C'est, alors on va l'appeler archétype créature avec Radagast. Et on salue Alex. On ne peut pas ne pas faire un petit coucou Alex.
quand on parle de Radagast. Donc, Radagast qui va jouer en fait sur un type d'allié particulier, les créatures, et qui va donc pouvoir déployer beaucoup plus rapidement ce type de créature, ce type d'allié. Donc, Radagast, le Alors, héros. Radagast, Vas-y. Donc, c'est un héros avec 11 de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 3 de défense, 4 points de vie, Istari, évidemment. Et quand vous jouez un allié créature, Radagast gagne les icônes imprimées de toutes les sphères. Réponse, après que vous avez joué une carte créature, Radagast ne s'incline pas pour partir en quête ce tour-ci. Voilà, donc c'est très appréciable, tu vas pouvoir faire du multisphère, tu vas pouvoir aller chercher ce qu'il y a de mieux dans toutes les sphères, et en plus, Radagast, c'est 2 de volonté et une autre stat disponible à chaque tour, sachant qu'il défend à 3, donc c'est quand même pas mal, ou qu'il apporte un 2 d'attaque, ma foi, hein, ça peut toujours être utile. Alors, maintenant, jusque-là... C'est une excellente cible, Shep. Je ne vais pas faire l'open de box en avance, mais c'est une excellente cible pour Protecteur de la Lorien, hein, pour les joueurs de l'édition révisée, puisque vous pouvez utiliser Protecteur de la Lorien pour sa volonté et pour sa défense. Et comme il ne s'incline pas pour aller en quête, c'est assez flexible. Ouais. Et alors jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, nous étions tous de très bonne humeur. Hein. Je n'ai fait qu'une petite pique sur Asmodée. Donc voilà, tout va bien. Et c'est ici que les choses commencent un petit peu... on ne peut pas passer sous silence que cet archétype créature en édition complète, il fonctionne bien parce que il y a un type de créature qui fonctionne bien avec, c'est... les aigles. Or, on n'a pas d'aigle en édition révisée. Cela restreint considérablement les créatures disponibles. Ouais. Et j'ai des doutes quant au deck créatures en édition révisée. Voilà. Alors, ceci étant dit, Shep, le pur créature en solo, c'est quand même pas terrible. On va être très honnête. Hein. Je vais un peu contrebalancer ce que tu dis. Désolé Alex, ce n'est pas terrible. C'est Portino qui l'a dit. En tout cas en solo parce que notamment les aigles, ça quête très très mal. Donc c'est pas terrible. Et si vous voulez jouer en solo, de toute façon, vous auriez dû faire des compromis et probablement ne pas jouer entièrement créature. Donc l'un dans l'autre, ça à la limite, ça restreint les possibilités de build. Mais pour l'avoir testé, c'est pas terrible. J'ai pas un gros taux de victoire quand je joue pure créature en édition complète. Maintenant, alors, une petite chose qu'on peut dire du coup au crédit de FFG et d'Asmodée, enfin ici de FFG, c'est qu'ils ont erraté la carte. Ouais, c'est juste, effectivement. Puisque dans la version de base, Radagast pouvait payer des ressources pour des alliés créatures de n'importe quelle sphère. Ici, quand vous jouez une créature, il a toutes les icônes, ce qui veut dire que si vous avez un moyen, je ne sais pas si ce sera dans les cartes qu'on montre, mais si vous avez un moyen de poser des créatures pour 0, ça marche quand même. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est appréciable. C'est ça, effectivement. Donc, et ben oui, les possesseurs de l'édition révisée, de l'édition originale, on vous promet depuis le début que ouais, il n'y a rien qui change, il y a juste les cartes campagne, et on va vous les mettre dans un pack PDF que vous pourrez imprimer vous-même chez vous, hein, ou bien vous faites appel à Shep sur le Discord qui vous imprime ça en qualité pro, mais il faut être patient. Mais non, il n'y a pas que ça qui change, ils ont adapté certains textes, voire erraté certaines cartes. Alors c'est une bonne chose, mais je peux comprendre que ça puisse un petit peu aigrir les possesseurs de l'édition originale. Mais bon, voilà. Fermons cette parenthèse. Alors, il nous spoil aussi quelques cartes qui vont bien avec. Le corbeau messager, notamment. C'est un allié créature, donc commandement qui coûte 1 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie. Qui ne peut pas attaquer, qui ne peut pas défendre, qui ne peut pas avoir d'attachement. Mais putain, à quoi ça sert? Action... Tracher, quoi. Tu pourrais le tracher. Hein. Oui, c'est vrai. Non, il peut pas défendre. Il peut pas défendre. Ah, donc tu peux pas le tracher, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Donc, restauration action, renvoyer le corbeau messager dans la main de son propriétaire et nommer un type de carte. Choisissez un joueur qui regarde la première carte de son deck. Si cette carte est du type nommé, ajoutez-la à la main de son propriétaire. Sinon, défaussez-la. La carte, elle coûte 1.
Elle coûte Oui. 1. Putain, elle coûte 1. Merde, quoi. C'est 0, ok. Ça coûte 0, ok. Mais ça coûte 1. Bon. Bon, je passerai le fait, Shep, qu'en édition complète, on a des moyens de vider son deck grâce à cette carte. Mais bah, écoute, il quête à 1 pour 1, ça va, hein. C'est vrai, Et il puis il peut a un petit quêter. effet, Il peut quêter. C'est vrai. Je suis mauvais là. Il peut peut quêter. quêter, Il hein. peut Et quêter. puis bon, ça te permet de déclencher Radagast pour pas cher, parce que Radagast ne s'incline pas. Donc voilà, ça peut rentrer dans le. Mais c'est pas la carte la plus impactante, ça c'est clair. Ouais, ouais. Alors, à toi. Alors lui, par contre, c'est l'étalon sauvage en français. C'est un allié créature de la sphère énergie. Il ne peut pas avoir d'attachement, comme tous les alliés créatures, vous verrez. Action d'organisation. Attacher l'étalon sauvage à un allié que vous contrôlez compte comme un attachement monture avec le texte restreint, limite d'un par allié. L'allié attaché gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense et plus 1 point de vie. Ça, c'est sympa. C'est super sympa. Ah, j'aime beaucoup. Ce card design, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. La possibilité de pouvoir choisir ce que tu en fais, l'attacher à un allié, c'est vraiment chouette. Je peux aussi préciser, Shep, un truc que j'ai découvert récemment, c'est qu'en fait, son action d'organisation, tu peux la déclencher à chaque tour. Donc tu peux faire passer l'étalon sauvage d'un allié à un autre. Ouais. Et ici, avec la boîte, puisqu'on est sur le cycle 8, il y a un allié en particulier qui va adorer cette carte. C'est le gardien d'Esgaroth. Ah bah oui. Attends, tu lui donnes plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Il gagne plus 1, plus 1, plus 1. C'est pas limité aux objets, le guerrier d'Esgaroth? Non, 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 c'est les attachements joueurs. C'est ça qui est génial. Ah Donc tu lui mets ça, ouais. c'est déjà un 3-3-3-3-3. Ouais. C'est super sympa. Ouais, en effet. En effet. Très Je vous sympa. disais que le gardien est super sympa, avec ça, ça devient chouette. Mais en dehors de l'archétype Dale, en édition révisée, on peut penser par exemple à Glorfindel. Puisque Glorfindel, du coup, devient un allié qui quête à 4, qui attaque à 4 et qui se redresse pour peu que vous défaussiez une carte de votre main. Donc c'est une carte très flexible. Hein. De la même manière qu'on disait que les attachements objets ne rentrent pas que en Dale, ici, vous pouvez faire des choses avec les cartes créatures, même sans jouer l'archétype. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très très... Et l'air de rien, hein, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est pas négligeable du tout. Hein. Pas du tout hein, dans le jeu. Donc, Notamment le plus 1 point de vie. Hein. Le ouais. plus 1 point de vie, il peut faire la Alors, différence. je vais même aller plus loin. La combinaison plus 1 défense, plus 1 point de vie. Ça te donne une survivabilité tellement plus grande, quoi. Donc ça te permet d'encaisser des attaques qui valent 2 de plus. Donc Et c'est indépendamment des attaques, hein, si tu es à la merci du nécromancien, cette carte bien peut te sûr, sauver. ouais, bien sûr, pour les dégâts directs. J'ai rejoué hier, pas plus tard qu'hier, la cité des corsaires. Celui-là, il peut t'en mettre un paquet de dégâts d'un coup. Hein, donc c'est rigolo. Alors, le limier royal, ça je me souviens du nom de la carte en français. Le limier royal, on est en connaissance, ça coûte 2. 1 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vue, c'est une créature qui ne peut pas avoir d'attachement. Réponse, défausser le limier royal pour annuler jusqu'à 2 dégâts tout juste infligés à un héros que vous contrôlez. Très sympa. Moi, je l'aime bien aussi celui-là. Ouais. Franchement, c'est un Dori. En fait, c'est l'allié Dori, mais qui coûte moins cher, que vous ne devez pas incliner et qui n'est pas limité aux nains. C'est ça. Donc ça peut vous sauver quand vous défendez avec un héros, en fait. Et c'est génial parce que moi, ce que je trouve génial dans cette carte, c'est que elle n'est pas inutile quand elle est à table. Il tape à 2. Ouais, Il tape c'est à ça. 2. Donc, soit tu le défausses, soit tu tues l'ennemi avec. Donc surtout qu'en connaissance, taper à 2 pour 2, c'est quand même un très très bon ratio. Hein. Donc, non, c'est une très belle carte. Très belle carte. Pas que... Donc tu vois qu'il n'y a pas que les aigles hein, dans les créatures. Non, effectivement, et cette carte n'est pas jouable qu'avec Radagast. Ça peut rentrer dans énormément de decks qui jouent connaissance. Ouais. Je pense à des decks qui jouent connaissance en majeur, par exemple, qui n'auront donc pas beaucoup de solutions d'attaque. Ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Et puis, il y a... Vas-y. Il y a au moins un aigle. Ouais, ils en ont mis un. Aigle. Peut pas avoir d'attachement restreint. Réponse, après que Meneltor est entré ou a quitté le jeu, placez 2 marqueurs de progression sur un lieu. Voilà. Notons que ce Meneltor, il a des belles stats. Hein. 2-2, 2-2-1-2 pour 3. C'est plutôt appréciable. Hein. Donc ça en fait un bon allié. Et c'est là effectivement, Shep, qu'on regrette qu'il manque les cartes aigle, puisque ici on entreaperçoit la mécanique aigle qui consiste à en fait faire rentrer et faire ressortir les alliés, un peu comme Sylvain, mais pas forcément en les remontant en main. Ça marche aussi quand vous les trachez, ça marche aussi c'est ça. Notamment quand vous les trachez, donc c'est ça qui est très sympa. Les aigles, c'est pip, pip, pip.
je vais arrêter de faire ce geste à la caméra parce que, bon, alors. Alors, C'est déjà assez de comme ça. Alors, et après, il nous présente un troisième. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'archétype? On va pas aller jusque-là. Mais un troisième aspect qu'on va retrouver dans ce cycle, effectivement, c'est le Que concept. les joueurs adorent. Oui, 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 vous en avez entendu que du bien, j'en suis sûr. C'est le concept des attachements protégés. Ah, tout un programme. Et il y a un héros qui tourne autour, on va dire, de cet attachement protégé. Il s'appelle Bilbon Saké. Alors, admirez-moi ça. Admirez-moi cette statline de Dieu. Hein? 9 de coups à menace, 1 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Et oui, il n'y avait pas de raison que vous ne subissiez pas cette statline de Dieu. Vous n'avez pas eu le Bilbon Saké connaissance, mais vous aurez le tactique. Alors bon, peut-être qu'il a une capa qui compense. Hein? Ne soyons pas mauvaisemement. Il a des plus mauvais stats que Gros Ball G. Et il coûte plus cher en menace. Donc, a priori, c'est que sa capa va être monstrueuse. Vas-y, Ouais, Shep. ouais, c'est ça. Donc, il est hobbit, il est cambrioleur, ça c'est le trait le plus utile du jeu. Il a une réponse. Après que Bilbon Saké s'est engagé dans une quête, choisissez un ennemi de la zone de cheminement. Jusqu'à la fin de la phase, Bilbon Saké gagne plus X de volonté, où X est la menace de cet ennemi. Notez que c'est la menace, ce n'est pas la printed menace. Hein, donc, s'il y a des boosts de menace, ça fonctionne. Si les joueurs ont obtenu un succès de quête, infligez 1 dégât à cet ennemi, 2 dégâts à la place s'il protège une carte. Eh ben, c'est nul. Ouais. C'est super nul. Alors, je fais un coucou à Perseflamme qui essaie toujours de faire quelque chose avec Bilbon, mais c'est une catastrophe cette carte. Et alors, tu disais, ben, c'est pas la menace imprimée de l'ennemi, c'est sa menace tout court. Un des problèmes de Bilbon, c'est que généralement, ceux avec qui tu as absolument envie de déclencher sa capa, c'est ceux qui sont immunisés aux effets des cartes joueurs et avec qui ça marche pas. Mais bon, voilà, si les choses se passent bien, il va aller en quête à 4. Ouais. Si les choses, voire à 5. Si les choses se passent vraiment bien, si vous arrivez à garder un ennemi en zone de cheminement. Le problème étant que, comme vous mettez des dégâts à cet ennemi, à terme, il va de toute façon pas rester. Donc, il faut qu'il y ait quand même régulièrement des ennemis qui rentrent. Il y a moyen de, mais c'est vraiment une usine à gaz, quoi. Il faut des ennemis qui rentrent et qui restent dans la ZC. Donc, soit tu prévois des solutions pour les laisser dans la ZC. Là, ça Ou de commence les déjà. remplacer. Hein. Il y a par exemple une carte en édition complète qui s'appelle le plan de Bilbon, où quand il y a un ennemi qui part, tu en mets un autre à la place et tu fières un lieu, mais c'est des usines à gaz, pas Oh possible. putain, Quoi. t'as parié ça avec qui qu'il fallait placer le plan de Bilbon dans une vidéo, franchement. Bon. Écoute, ça s'appelle le plan de Bilbon et on parle de Bilbon, c'est fait pour lui, quoi. Mais et en plus, il a 9 de menace, donc du coup, ça va faire monter votre niveau de menace et les ennemis vont engager. Enfin, en fait, bon, il aurait un 6 de menace. Je pense que je l'envisagerais. Ah oui, bien sûr. Très honnêtement, parce que moi, j'essaie de jouer un maximum de cartes différentes. Et donc, j'essaierais vraiment d'en faire quelque chose dans un archétype Hobbit. Mais là, 9 de menace, c'est vraiment un repoussoir, quoi. Et pour faire un dégât, il faut vraiment jouer avec les cartes protégées dont on va parler pour qu'ils commencent à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que des cartes protégées, vous n'en aurez pas 50, quoi. Ouais. Et les plus optimistes pourraient dire, ouais, mais attends, en gros, c'est un quêteur, il est dans la sphère tactique, il va apporter de la quête en sphère tactique. Oui, mais non, parce que vous allez vous retrouver comme un con avec Bilbon qui quête. Et que les ennemis sortent pas du DR. Et si les ennemis sortent pas du DR, ils quittent comme une moule. Donc non, c'est pas une solution. C'est un design qui est bancal parce que pour qu'il commence à devenir fiable, il faut jouer sur les protégés. Mais encore une fois, des protégés, vous en avez pas beaucoup et surtout ils sont uniques. Donc même si tu les mets en x3 dans ton deck, tu les joueras qu'une seule fois chacun. Des protégés par un ennemi. C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des protégés lieux. Il y a des protégés lieux. Oui, là, ça marchera pas. On pourrait faire le compte, mais même si tu essayes de tous les mettre, je pense qu'il doit y avoir 4 cartes. Ouais. Et il nous en montre, il nous en spoil des protégés. Il nous spoil Dar, par exemple. Alors, après avoir dit tout ce mal, j'adore cette carte. Dar, c'est du coup un attachement protégé. Mais on n'a pas expliqué, Shep, ce que ça voulait dire protégé. Oui, voilà, on va l'expliquer maintenant parce qu'on a le mot-clé sous les yeux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une carte protégée? Donc, vous voyez ici, Dar, en anglais, c'est protégé par un ennemi. Donc, quand vous jouez une carte protégée, vous la posez non pas dans votre zone de jeu, vous la posez en zone de cheminement et vous défaussez des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une carte du type
ici ennemi, soit défaussé. Cette carte va être attachée à votre attachement et il faut que vous sortiez la carte du jeu pour récupérer votre attachement. Donc il faut vaincre l'ennemi ou il faut explorer le lieu pour récupérer votre attachement respectivement. Et c'est pour ça que la plupart des joueurs détestent les attachements protégés parce qu'en fait, tu investis des ressources, tu investis une carte pour un truc qui va te mettre une difficulté supplémentaire à court terme pour n'avoir une récompense que plus tard. Donc, d'où l'idée de Bilbon, mais ça marche pas très bien. Alors, Dar, du coup, en particulier, ça coûte 0, ça vient de la sphère tactique, c'est gardé, donc c'est protégé par un ennemi, attaché à un héros hobbit, c'est restreint. Le héros attaché gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant ou défenseur contre un ennemi, infliger un point de dégâts à cet ennemi. Alors, on peut déjà juste réfléchir avec Bilbo. Hein. Après, je peux concevoir qu'il y a des usages autres de cette carte. Bon, si on nous propose un attachement gratuit, mais c'est un faux gratuit, parce que ce gratuit, ça va te coûter un ennemi en plus. Ouais, un ennemi, mais ça, c'est pas forcément gratuit, hein, te choper un ennemi en plus. Et puis, une fois que tu te seras cassé la tête à tuer cet ennemi sans avoir eu aucun avantage d'avoir joué ton dard, tu récupères une carte qui te donne plus 1, plus 1, plus 1. Ok, Bilbon, il passe à 2, 2, 3, 2. Il reste nul en termes de statline. Et la Kappa, après qu'il est déclaré comme attaquant ou défenseur... Si tu joues détermination du semi-homme, il tape à 4 et il défend à 5. Non, je rigole. Mais il a toujours réponse à tout, lui. En fait, non, mais c'est nul. Ce que je suis en train de décrire, c'est encore une usine à gaz. Mais si tu réfléchis en termes de design, parce que je reprends le cas de Bilbon, ok? L'idée des concepteurs, c'est quoi? Tu vas jouer Dar, du coup, tu vas mettre un ennemi en zone de cheminement. Réfléchis bien à ce qui se passe. Hein. Tu mets un ennemi en zone de cheminement, du coup, Bilbon va pouvoir quêter selon la menace de cet ennemi, donc annuler l'ennemi, lui mettre des dégâts et récupérer Dar sans avoir eu besoin d'engager l'ennemi. Jusque-là, je trouve ça pas mal. L'idée, effectivement, c'est la suite de l'idée qui est complètement stupide. Une fois qu'il a Dar, la réponse c'est quoi? C'est quand tu attaques ou que tu défends contre un ennemi, tu lui mets un dégât. Sauf que le design de Bilbon consiste à laisser les ennemis en zone de cheminement. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de les engager pour leur foutre des dégâts, sachant que Bilbon a envie qu'il reste en ZC? C'est complètement stupide avec Bilbon, en fait, cette carte. Ouais. C'est ça qui marche pas, quoi. Si j'ai un ennemi en ZC, ben, ok, c'est s'il a une menace trop élevée qui va m'engager que Dar va commencer à faire son boulot. Mais moi, j'ai envie de builder mon archétype avec Bilbon pour que les ennemis ne m'engagent pas, justement. Donc, voilà, c'est pas terrible. Par contre, en édition révisée, il y a un héros avec qui ça peut marcher très très bien, c'est Sam Gamgee. Ah oui, bien sûr. Parce que vous allez engager des ennemis, vous allez vous redresser, Sam va être boosté dans ses stats. Mine de rien, il tape à 3, il défend à 3 avec cette carte. Vous lui mettez 2-3 autres machins, ça commence à devenir sympa. Vous trouvez un moyen de le redresser et votre Sam, il commence à faire le boulot. Donc avec Sam, ça peut être sympa en édition révisée. Mais voilà, il faut que... Bon, ce sont les attachements protégés. Ça fait partie de ceux que j'aime bien, mais il faut que vous soyez prêt à gérer l'ennemi qui va sortir, quoi. Oui, dans l'absolu, plus 1, plus 1, plus 1, à part sur Sam, effectivement, sur un Hobbit, il n'y a aucun Hobbit qui a envie d'avoir un plus 1, plus 1, plus 1, au final. Donc, voilà. J'en ai un en édition complète, mais en édition révisée, c'est oui, non, en édition révisée, hein, je veux dire. Donc, franchement, bof. Bof, ce Dar, c'est très bof. Quand tu vois que tu te compliques la vie pour le récupérer, au final, tu as un attachement bof. Bon, on a fait un open the box de Dar, là, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point cette mécanique d'attachement protégé, ça fonctionne pas. D'ailleurs, il nous en dévoile pas. Vraiment, si vous avez envie de jouer thématique, c'est vraiment quand vous voulez jouer des cartes thématiques emblématiques que vous allez les mettre, mais en sachant que c'est pas la solution optimale, quoi. Ouais. Ils nous en dévoilent pas d'autres, d'ailleurs. À mon avis, ils ont compris. Alors ici, ils nous dévoilent quoi? Swift and Strong, je ne sais plus comment elle s'appelle en français. C'est un événement plan qui a une réponse. Après qu'un personnage que vous contrôlez attaque et détruit un ennemi, inclinez une arme, un attachement arme attaché à ce personnage pour redresser ce personnage et lui donner plus d'attaque pour son attaque suivante à cette phase. Et donc il te présente ça en te disant, vous voyez avec Bilbon, c'est génial, vous inclinez d'art après qu'il est défendu pour réattaquer à plus d'attaque. Ouais. Ouais. Moi, j'ai jamais aimé ce genre d'event. Ah non, pardon, c'est après qu'il est attaqué, donc c'est pour qu'il attaque 2 fois. Ouais. Ouais, il faut donc avoir 2 cibles. Ouais. Voilà.
Et tu vas... Ouais. Je réfléchis en édition révisée à des cibles intéressantes pour cette carte, mais comme Oh ça, bah si, écoute, il faut cherche. pas, oui, oui, faut pas voir ça comme, pour un Bilbon, hein, mais par exemple, un gardien d'Esgarotte, lui, il va aimer ça, lui, il va taper Pas encore faux. plus fort, Oui, ça peut être bien tu vois. avec les dés, oui, c'est Ouais. vrai. Donc, bon, il y a des candidats, je pense, à ce genre de carte. Faut juste avoir envie de mettre ce genre d'event dans ton deck qui va rester dans ta main jusqu'à ce que tu trouves un moment de l'utiliser. Moi, j'aime pas ce style de jeu, mais je peux comprendre, ça peut En fait, tourner hein, comme carte. tu viens de parler du gardien d'Esgaroth, mais on vient de voir qu'il y avait une carte en énergie qui permettait de redresser gratuitement un allié. Donc, Ouais, faudrait ouais. voir. Ça peut avoir une utilité dans certains cas, mais c'est pas une carte qui est particulièrement forte, ça c'est clair. Parce qu'il faut que l'attaque ait détruit l'ennemi. Hein, donc c'est quand même, c'est pas Exact. rien. Hein, donc voilà. Voilà, c'est tout pour les cartes joueurs qu'ils nous présentent dans cette news. Alors après, maintenant, ils vont switcher sur la boîte campagne. Alors, on a l'habitude dans les news de ne pas spoiler outre mesure les cartes campagne, de ne pas spoiler les scénarios. Ce n'est pas très intéressant de spoiler les scénarios, mais on peut quand même un petit peu préfacer ce qu'on va trouver dans cette boîte campagne, mon cher Portinou. Bah, écoute, vas-y, Shep, parce que moi, tout ce qui est scénario, enfin tout ce qui est histoire et compagnie, je lis jamais. Hein, donc, Bon, alors, je vais faire un bref résumé parce qu'en fait, à l'origine, cette campagne, elle est connectée au cycle 6. Il y a un cycle entre les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, au cycle 6, en fait, vous terminez le cycle 6. Ok, vous vainquez le capitaine Saïr. Ah, mince, j'ai spoilé. Et, et vous vous Shep, retrouvez c'est pas possible. vous vous retrouvez en plein milieu d'Umbar, en territoire ennemi, et voilà. Et voilà, et c'est fini. Voilà, voilà. Vous avez battu Saïr, vous êtes à Umbar, vous êtes en territoire ennemi, vous êtes à des kilomètres et des kilomètres de chez vous, mais c'est tout. Et puis le cycle 8, c'est ah ben vous êtes tout au nord de la Terre du Milieu, là où il fait très froid, alors que le cycle, l'édition révisée précédente, la boîte précédente, vous étiez tout au sud de la Terre du Milieu, là où il fait très chaud. Et il s'est passé quoi entre les deux? Eh ben FFG, il s'en bat les couilles de vous expliquer pourquoi. Alors moi je Alors, vais vous expliquer pourquoi. Oui. Si ça se trouve, dans ton livre de campagne, ils vont faire la transition et t'expliquer dans l'introduction ce qui s'est passé. On ne sait pas. Oui, ok. Tu dis qu'ils Ah, s'en battent les couilles, mais si ça se trouve, ils vont c'est faire vrai. le lien entre les deux. Non, je suis mauvaise langue. Je serais content d'ouvrir Si le ça se livret trouve, de j'ai pas dit règles. qu'ils Oui, allaient le oui. faire, mais Ah oui, mais peut-être. je peux vous assurer que s'ils le font pas, je me ferai plaisir quand on fera l'open the box. Non. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que on va, pendant tout le cycle 7 retrace le périple pour retourner en territoire ami, donc toute la traversée du Harad, pour pouvoir retourner au Gondor. Donc ça, c'est l'histoire du cycle 7. Et pendant ce cycle 7, on est aidé par des Harad gentils. Donc, on va les amener avec nous et ça devient des réfugiés. Et donc après ces réfugiés, dans l'intermède, dans l'interlude entre le cycle 7 et le cycle 8, on nous explique que ces réfugiés, vous voulez les laisser en Gondor, mais que Denethor est un sale raciste et il refuse d'avoir des réfugiés sur son territoire. Et donc il vous somme de trouver une autre maison pour eux. Alors vous vous dites, ben, où est-ce qu'on va les envoyer? Ah ben on va les envoyer tout au nord, là où il fait froid et là où ils emmerderont personne. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau la mentalité hein, en 2022. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait ils n'ont pas fait le cycle 7 en fait. Ils ont eu peur d'avoir Bah, écoute, des oppositions. sur base de ton résumé, je me rappelle pourquoi je ne lis pas l'histoire. Et donc, on va à Del, parce qu'on se dit, ouais, c'est des marchands, tout ça. Voilà, ils trouveront bien quelque chose à faire avec ces réfugiés. Bon, voilà, c'est l'idée. Et donc, on se retrouve là à Del pour essayer de convaincre Brand et Bard d'accepter les réfugiés. Et évidemment, eux, ils vont vous dire quoi? Ok, mais alors tu vas nous rendre un petit service avant. Et voilà, et c'est parti, cycle 8. Voilà, c'est ça, en gros. C'est la quête FedEx en boîte de campagne. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, C'est vraiment punaise. ça. Bon, et donc voilà, on se retrouve. Alors, moi, ce que je trouve la première chose positive dans cette boîte de campagne, et je le dis que je commence par le positif, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc, je commence par le positif, c'est on est enfin de retour en Terre du Milieu. Voilà, on retrouve des trolls des collines, on retrouve des orques, on retrouve même un dragon. Et ça, c'est vraiment le lore que l'on veut avoir dans le Seigneur des Anneaux. Et donc ça, c'est très chouette. On se retrouve dans la brume, dans l'humidité, dans le froid. Bref, tout ce qu'on adore quand on habite dans le Nord.
Et donc, voilà. Donc, c'est C'est ça très qu'il y a autant chouette. de Belges qui jouent au Seigneur des Anneaux. Ouais. Ah oui. Ah, nous, on a l'habitude. Hein. Donc, on n'est pas dépaysés. On a l'impression de jouer en Belgique, en fait. C'est Et, ça. et donc voilà. Donc, au niveau, c'est joli. Hein. Globalement, c'est très joli. On est bien immergé dans la terre du milieu. Donc, ça, pour l'aspect immersion, c'est bien. Maintenant, c'est peut-être ça, pas ça que vous attendez prioritairement d'une boîte de campagne. Vous attendez des scénarios. Et à ce niveau-là, il faut dire une chose, Shep, j'en ai parlé il y a quelques jours sur le Discord, c'est que il y a plusieurs designers qui ont travaillé sur les campagnes du Seigneur des Anneaux. Et en fait, sur les campagnes 5, 6 et 7, il y a une collaboration entre deux designers, dont MJ Newman, qui est la lead designer de Arkham depuis le début, qui a arrêté maintenant, mais qui a été à la direction d'Arkham sur toutes les campagnes jusqu'ici. Et elle n'a pas participé au cycle 8. Ah ouais. Et ça se voit. Et ça se voit. C'est-à-dire que vous allez voir, je pense, une différence de qualité mécanique en termes d'équilibrage entre ce que vous avez pu voir sur les cycles 5 et 6 d'un côté et le cycle 8 où MJ Newman n'a plus participé. Et le principal reproche qu'on peut faire au scénario du cycle 8 Schlepp, c'est qu'ils sont trop longs, Ouais. Ils sont longs et artificiellement longs. voilà, artificiellement long. C'est ça le problème, c'est artificiellement long. La plupart des scénarios vont vous forcer à jouer longtemps. C'est pas que le scénario soit particulièrement dur, c'est pas que mécaniquement il a été pensé pour maintenir en haleine sur la longueur, non. C'est on va te forcer à passer un certain nombre de tours à une étape incompressible dans beaucoup de cas. Ouais. Incompressible, et donc tu te fais chier à jouer 2 fois plus longtemps que d'habitude, alors que tu sais que tu as gagné à la fin du tour 3. C'est lourd, c'est chiant. Surtout quand dans un des scénarios en question, on te fait refaire 2 fois la même chose. C'est juste débile. Voilà. Ça y est. Mais non, mais je suis désolé. Il y a un scénario à sauver. Et il y a déjà eu des vidéos sur ce scénario sur la SDHJCE TV, Les Flammes dans la nuit. Celui-là, il est exceptionnellement bon. Il fait partie pour moi de mon top 5 des meilleurs scénarios du jeu. Mais les autres, quelle pénitence! C'est un calvaire, mais un calvaire au sens propre du terme. Hein. Moi, je me vois avec ma croix et ma couronne d'épines en train de grimper une colline. Hein. C'est... je m'excuse, voilà. Désolé, j'ai fait une aparté religieuse dans cette vidéo. Mais voilà, donc c'est lourd. J'exagère peut-être un peu, mais on le ressent. Et une autre chose, c'est que d'habitude, un cycle apporte une mécanique propre. Le cycle 5 apportait les quêtes annexes, le cycle 6, la navigation et l'exploration. Ici, a pas de mécanique propre. C'est un retour. La longueur. Oui, la longueur, mais on peut pas appeler ça une mécanique propre, tu vois. C'est vraiment, ouais, non, c'est dommage. C'est dommage. Il y a peut-être une chose qu'on peut dire, Shep, c'est que il y a plusieurs choses. Si vous jouez au Seigneur des Anneaux à plus que 2, n'achetez pas cette boîte de campagne. Vraiment, n'achetez pas cette boîte de campagne parce qu'à plus que 2, vous allez passer des soirées interminables. J'ai déjà fait des scénarios du cycle 8 à 3 ou 4 joueurs et vraiment, ça fait partie de mes expériences au Seigneur des Anneaux où on se regarde et on se dit qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et ça, c'est pas ce que vous voulez quand vous jouez à un jeu. Donc, en solo ou à 2, surtout en solo, je pense que ça peut encore être sympa, en tout cas au moins la première fois. Par contre, je pense pas que c'est une boîte de campagne que vous ressortirez aussi facilement que les cycles d'Angmar ou du Chassrêve. Ça, il faut être tout à fait honnête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que je m'en rappelle pas très bien. Je rejoue beaucoup moins souvent au cycle 8 qu'au cycle 5, au cycle 6 ou au cycle 7. Auquel a participé MJ Newman, et encore une fois, on voit la différence dans la qualité des scénarios. Donc, il y a une chose à laquelle vous devez faire attention, c'est ça. Et il y a une deuxième chose, Shep, sur laquelle je pense qu'il faut attirer l'attention des joueurs de l'édition révisée. C'est vous n'êtes pas prêt psychologiquement pour les traîtrises de ce cycle.
parce que l'équilibrage qu'avait amené MJ Newman sur les traîtrises des 5, 6 et 7 n'est plus là. On retrouve sur ce qu'on a connu sur les premiers cycles, avec certaines traîtrises qui sont incroyablement punitives. Et quand je dis incroyablement punitives, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a des traîtrises, vous allez les regarder, vous allez faire une pause pour être sûr que vous avez bien lu ce que la traîtrise vous disait, et vous allez vous dire « Ah oui, en fait, c'est pour ça qu'on aurait pas de garder tester sa volonté dans notre deck ». Donc, sachez que c'est comme l'a dit Shep, c'est pas aussi difficile que ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur le cycle 5, mais ça peut être plus frustrant parce que vous avez des traîtrises qui sont, de mon point de vue, mal équilibrées et qui sont trop punitives et qui vont demander d'être annulées, sauf si vous vous êtes préparé en conséquence. Ouais, absolument. Et pas que des traîtrises, hein. C'est aussi dans ce cycle-là. Dans ce cycle-là, ils traînent les fameux lieux à X. Tu vois les lieux à X, hein? Oui. Donc, où X vaut quoi? X vaut le nombre d'alliés contrôlés par le joueur, le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui possède le plus de personnages. X de valeur de menace et X de valeur d'exploration. Les deux. Ça, c'est du design. Vous pouvez vous retrouver avec des lieux qui ont 22 de menaces. Et en plus, j'ai déjà perdu des parties en oubliant que... Il y en a plusieurs, évidemment. Et j'ai déjà perdu des parties en oubliant que ce lieu existait, en me disant je suis en quête à plus 15, je suis très très large, et paf, j'ai un lieu qui fait 25. Et j'ai perdu, je saute à la menace d'un coup. Donc ça peut arriver. Et si vous sautez pas à la menace, vous êtes stacké. Vous êtes stacké parce que le lieu, il a 25 de points d'exploration aussi. Vous ne pouvez pas vous dire de l'explorer. Si vous avez déjà un lieu actif, c'est mort. C'est mort. Voilà. Là, vous pouvez ranger votre jeu, c'est bon, vous avez perdu. Donc voilà, il y a ces deux gros défauts-là sur le cycle. C'est d'une part la longueur artificielle qui est d'autant plus impactante que le nombre de joueurs augmente, et d'autre part l'équilibrage général où voilà, moi je regretterai éternellement que MJ se soit concentré sur Arkham uniquement à partir de ce moment-là. Ouais, effectivement, ça manque de rythme, c'est punitif, mais c'est pas particulièrement difficile au niveau des quêtes en soi. Donc la difficulté provient du random, c'est pas du challenge, du tirage. C'est vraiment, voilà, c'est pas du challenge. C'est indépendamment du random, hein, on va pas spoiler, mais il y a des scénarios qui vont vous obliger à attendre un certain nombre de tours avant d'avancer. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est mécaniquement impossible de faire autrement, donc vous êtes parti pour un certain nombre de tours. Et on dirait qu'ils l'ont fait exprès pour dire bah, ça va augmenter les chances qu'ils piochent les merdes qu'on a prévues pour eux, et voilà. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est essayer de redonner de la difficulté aux joueurs, mais de la mauvaise façon. C'est pas comme ça qu'on a envie d'avoir de la difficulté. C'est pas en se faisant punir d'être obligé de traîner, d'être obligé de révéler des cartes parce que le scénario ne peut pas être accéléré. C'est juste pas drôle. De ce point de vue-là, Shep, on peut prendre un contre-exemple qui est excellent. C'est Raid sur les Havres Gris, parce que ça vous met une énorme pression pour avancer, mais de la bonne manière. C'est-à-dire que il faut que vous avanciez, il faut que vous suiviez le rythme du scénario, sinon vous allez perdre. Donc vous avez une grosse pression, mais c'est pas dans le sens où on vous ralentit, c'est dans le sens où on vous oblige à vous dépêcher. Oui, effectivement. Voilà. Et dans Raid sur les Havres Gris, en plus, t'as pas qu'une solution. Tu peux choisir plusieurs options, contrairement à Cité des Corsaires, qui lui aussi est du même genre, hein, grosse pression au début, mais où t'as quasiment pas de choix. Il faut buter le bateau, quoi. Mais Raid sur les Havres Gris reste un modèle de scénario difficile, mais sympa à jouer. J'ai envie de citer dans la même famille La Chaussée des Morts, qui pour moi est aussi, La Chaussée des Morts, oui. Voilà, une référence de scénario difficile mais super bien designé où tu as envie de venir jouer contre ce scénario. Et sinon, tu n'as pas envie de le refaire, tu n'as pas envie de le rejouer. Tu vois aussi, c'est pour ça que je parlais de MJ Newman, tu vois qu'il y a un côté Arkham avec cette mécanique d'Arkham qui est vous avez un temps limité pour finir le scénario. C'est exactement ce que font Raid sur les Havres Gris ou La Chaussée des Morts, par exemple. C'est ça. Et on a la même chose sur certains scénarios du cycle 7. Donc voilà. Tout ça pour dire, mécaniquement, ce cycle a un petit peu baissé. Alors, il me semble, de ce que j'avais lu, que MJ Newman travaille sur les cartes campagne des cycles, et aussi, si j'ai bien compris, du cycle 8. Donc, ce qu'on est en train de dire pourrait être potentiellement corrigé avec la version campagne, ou en tout cas, peut-être pas corrigé à 100%, mais en tout cas,
il pourrait y avoir une petite inflexion pour rendre les choses un petit peu plus fluides. Donc, on va attendre de voir ce que l'édition révisée apporte, mais en tout cas, dans la version de base, il y avait clairement beaucoup de choses à redire, quoi. Oui, voilà. Alors, ça me paraît quand même difficile. Je veux pas être négatif, mais ça me paraît quand même difficile de corriger un tel défaut structurel dans les scénarios. Mais, Laissons-leur le bénéfice du doute. On fera l'open de box, comme ça obligera les gens à regarder ouais. notre open de box. Mais voilà, en tout cas, en l'état, ne vous attendez pas au même niveau de qualité que ce qu'il y avait sur les cycles 5 et 6. En tout cas, bah, ils nous ont spoilé, mais on va pas s'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas l'habitude de s'attarder sur les spoils de scénario, mais ils nous ont spoilé quelques cartes bah, de campagne, hein, des avantages ici. Ils nous montrent principalement des avantages et des fardeaux, hein, donc qui sont des avantages qui vont booster vos héros et vous donner des bonus, notamment dans l'exploration et dans les jetons de progression sur les quêtes. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il y a beaucoup d'effets qui vont essayer de mettre des jeux. Là, ça met des jetons sur le lieu actif, qui vont Voilà, essayer de tu vous vois, faire regarde, progresser. je vais pas spoiler, Shep, mais cette carte-là que tu es en train de montrer, Méla Noire, je crois savoir à quel scénario c'est lié et c'est déjà une petite correction du design de base. Donc, laissons-leur le bénéfice du doute. Ouais. Peut-être que ça va un peu fluidifier le tout. Voilà, espérons en tout cas que ce soit le cas, parce que j'ai vu l'une ou l'autre belle saloperie aussi dans les, euh, dans les fardeaux. Dans les Hein. fardeaux! Ouais, Oui, dans oui, les ben ça, il fardeaux. faut. Il faut. Il y a du lourd, il y a du lourd, notamment ceci. Hein, la menace sur les terres sauvages, c'est quand même assez violent en fin de campagne. Bon, voilà. Il y a du lourd. Et puis, il y a un nouveau type de carte. Enfin, nouveau type pour l'édition révisée. C'est ça, les cartes trésors. Oui, parce qu'il y a un dragon. Et qui dit dragon dit trésor, forcément. Donc, s'il y a un dragon, on va lui piquer son trésor. Et donc, c'est nouveau, ces cartes trésors. Le principe, probablement, ce Spoiler qu'il sera... y avait un dragon. Ouais, merde. Mais bon, ceux qui connaissent la chaîne le savaient déjà. Mais voilà, il y a un dragon. Mais de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un dragon, parce qu'on était dans le lore. J'avais dit, il y a des orques, il y a un dragon. Voilà. Donc, il y aura un dragon. Pour ceux qui aiment les dragons, ben voilà, achetez le cycle. Euh, Forcément, il y a Dale, donc Sgaroth, il doit y avoir un dragon, ça c'est voilà. pas déconner. Et donc, on va probablement aller piller le dragon. Ces cartes-là vont sans doute devoir être gagnées en réalisant certaines choses dans le scénario. Donc, c'est pas des cartes de campagne à proprement parler, c'est des récompenses supplémentaires. Et ça peut être pas mal. Ça peut donner un peu de challenge, un petit peu d'envie d'aller plus loin dans le scénario, à voir comment ça sera amené. Mais ça peut être Faut juste sympa. espérer que ça ne rallonge pas encore plus les scénarios parce que tu te rallonges pour remplir les défis, quoi. C'est Ouais, la crainte qu'on peut avoir, mais voyons comment c'est amené. voilà. Voilà. Alors oui, ce petit compte-rendu de la boîte campagne est plutôt négatif. Nous en sommes conscients. Mais je pense que c'est une honnêteté de vous le dire. On est des super fans du jeu. On adore ce jeu. On a envie que ce jeu vive. On a envie que ce jeu soit vendu. Mais quand il y a des choses qui vont pas, eh ben, je pense que c'est tout à fait normal de le dire. Nous ne sommes pas des FB2M. Si vous savez pas ce que ça veut dire, demandez à Google. Et voilà, quand il y a des choses qui vont pas, ben, on le dit, ce cycle 8, c'est pas le meilleur cycle du jeu. Maintenant, vous y trouverez Alors peut-être par contre, beaucoup de ce qu'on peut plaisir. dire, Voilà. il faut peut-être faire une distinction. Alors les scénarios, enfin pour la boîte campagne, si on regarde ce qui était possible, bah, il y avait d'autres cycles qui étaient meilleurs, notamment, moi je pense au cycle 7 en particulier. Le cycle 4, on aurait pu discuter du cycle 4 aussi, qui aurait pu être une option. Mais en tout cas, c'est pas un des pires, faut pas déconner non plus. Non. Mais voilà, c'est clairement un cran en dessous du cycle 5 ou du cycle 6. Par contre, pour la boîte de cartes joueurs, moi je recommande très chaudement aux joueurs de l'édition révisée de l'acheter. Parce que on a parlé de l'archétype Dale, on a parlé de Radagast et des créatures, mais il y a quelque chose qui n'a pas été spoilé ici, et on en reparlera dans l'open de box, c'est qu'il y a des cartes qui vont venir renforcer des archétypes existants. Notamment, il y en a 2 en particulier qui vont bénéficier très fort de cette boîte, c'est l'archétype Sylvain. Donc pour ceux qui aiment jouer Sylvain, il y a des cartes très sympas ici. J'ai fait une petite vidéo thématique Sylvain il y a quelques semaines sur la chaîne. La plupart des cartes que je montre dans cette vidéo sont dans cette boîte, enfin qui ne sont pas encore disponibles en édition révisée, sont dans cette boîte. Donc il y a des cartes très sympas pour l'archétype Sylvain si vous aimez cet archétype. Et l'autre gros archétype qui va en bénéficier, c'est l'archétype Hobbit.
qui, pour l'instant, est encore assez limitée. Cette boîte amène beaucoup de cartes qui vont rendre l'archétype Hobbit plus fiable et plus efficace. Donc voilà, il y a un ou deux trucs pour les Noldor aussi. Mais Hobbit et Sylvain sont les deux gros archétypes qui en bénéficient. Donc si vous aimez ces archétypes, achetez cette boîte. Oui, Et puis effectivement. Dale, c'est sympa aussi. Et puis dans cette boîte, si vous voulez pas être spoilé plus que ça, ben salut, mais je vais rajouter un petit peu de spoil sur les cartes joueurs qui sont dans cette boîte parce qu'il n'y a pas que Dale, il n'y a pas que créatures, il n'y a pas que les attachements protégés, il y a du renfort sur Sylvain effectivement, mais il y a aussi deux micro, on peut pas parler d'archétypes parce qu'ils sont pas complets, mais deux micro trucs assez sympas, c'est les Béornides. C'est là-dedans qu'on va retrouver des Sont des Béornides créatures. qui Pour une partie. qui vont avoir des effets sympas de transformation basés sur leur transformation. C'est assez rigolo. Et il y a aussi, on n'en a pas parlé, une mécanique homme des bois qui est initiée et bien avancée, mais dans ce scénario qui va jouer sur des attachements à mettre sur les lieux. Et qui va essayer de vous booster grâce à ces attachements. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est assez riche, effectivement, en termes de cartes joueurs, cette boîte. Donc, niveau qualitatif cartes joueurs, c'est bon. Pour le coup, tu parles de Homme des Bois et des attachements sur les lieux. Il y a déjà pas mal de cartes en édition révisée qui, comme ça, ne paraissaient pas terribles et qui vont prendre un nouvel essor avec l'introduction de la mécanique Homme des Bois. Donc, Ouais. c'est pas la mécanique la plus forte, mais encore une fois, c'est une nouvelle mécanique qui amène de la diversité dans les options. Donc voilà, la boîte joueur, moi je la recommande très, très chaudement, au même titre que pour les cycles 5 et 6, il y a vraiment des trucs, beaucoup de cartes sympas dedans. Et oui, on va pas tout spoiler, mais je vois d'autres, il y a encore d'autres choses dont on peut parler dans cette boîte. Donc, en fait, cette boîte joueur, cette boîte héros, achetez-la. Vraiment achetez-la. Elle est très bien. Alors, évidemment, il n'y a pas des auto-includes comme on les connaît, mais elle est très bien. Ouais, et c'est pour ça que je disais que je comprends le choix du cycle 8 pour la réédition, parce que autant le cycle 7 a des meilleurs scénarios que le cycle 8, très clairement, autant les cartes joueurs du cycle 7 étaient très spécifiques, s'adressaient à des joueurs qui avaient déjà une collection très large, et ça avait peu de sens dans une édition révisée où vous n'avez pas toutes ces cartes-là. C'est vrai. Donc ici, quand vous regardez, les scénarios sont moyens, par contre les cartes joueurs sont très bonnes, donc quand on prend les deux en compte, je pense qu'il y avait match avec le cycle 4, mais c'est assez logique finalement que ce cycle-là ressorte. Sachant aussi que ça ne ferme pas la porte à ce que dans le futur, il y ait d'autres cycles qui soient réédités. Ça, c'est encore assez flou. On savait que ces 3 cycles 6, 5, 6 et 8 sortiraient. On ne sait pas très bien ce que va faire FFG pour la suite. Je pense que ça dépendra des ventes. Mais a priori, sur l'engagement initial, on arrive au bout de ce qui était prévu pour les cycles. Voilà, c'est ça. Donc, d'après un podcast où Caleb, notamment, a donné pas mal d'informations sur cette édition révisée. Donc, initialement, ils avaient fait le forcing, on peut le dire comme ça, pour qu'il y ait d'office dans le plan de réédition 3 cycles et la saga. Voilà, c'était ça qu'ils voulaient. Dans le but que le jeu soit toujours sur les étals. Donc, que ce soit un jeu qui ne soit pas épuisé, que ce soit un jeu que vous retrouverez toujours dans 5 ans, dans 10 ans, vous pourrez toujours acheter le jeu. En tout cas, c'est prévu pour, y compris normalement pour les préconstruits, les starter decks que tout le monde réclame à Coréacry, qui sont en rupture partout, normalement, ils vont être réappro, normalement. Et donc l'idée de cette réédition, c'est que le jeu soit toujours disponible. Alors qu'avant, les ruptures étaient là, il n'y avait pas de réimpression, c'était compliqué à gérer les stocks. Bref, ici, c'est vraiment la volonté que le jeu soit présent en permanence. Et a priori, toujours d'après Caleb, ou d'autres intervenants qui étaient dans le podcast, je ne sais plus s'il n'y avait pas que lui, évidemment, eh bien, le succès du jeu a été meilleur qu'attendu. Alors, voilà, il faut prendre ça toujours avec beaucoup de précaution. On sait qu'on est dans un jeu de niche, on sait que c'est pas là-dessus que Asmodée fait le gros de ses bénéfices, mais si ça marche bien, il précise aussi que la porte n'était pas totalement fermée pour une poursuite.
mais elle n'est pas non plus grande ouverte. Donc on ne sait rien pour l'instant, mais c'est pas impossible que ça continue. C'est ça. Et on verra aussi ce qu'il en est du timing de la série d'Amazon, Les Anneaux de Pouvoir, parce que ça pourrait aussi avoir un impact sur l'intérêt que pourrait avoir de nouveaux joueurs sur le jeu. Donc il y a encore beaucoup de points d'interrogation et à ce stade-ci, on ne sait pas ce qui viendra derrière. On est quasiment sûr qu'il y aura le retour du roi. Ça, Et après ça, c'est même une certitude. Hein. Je crois que voilà, on aura le retour du roi encore. Et sauf puis, catastrophe, on voilà. aura le retour du roi et après, il faudra voir ce que Asmodée et FFG communiquent. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire à ce stade sur l'état du jeu et sur cette news, à moins que tu n'aies d'autres infos pour Tinou toutes fraîches à nous dévoiler. Non, non, bah écoute, on va réserver quand même certaines choses à dire pour l'open de box et rentrer plus dans les détails à ce moment-là. Voilà, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Mettez des petits pouces levés parce que on aime ça, voir les petits pouces levés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ah ben, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que si vous vous abonnez pas, eh bien, je vais vous forcer à enchaîner les 9 scénarios d'Eret Mitrine à la suite. Tu l'as bien vendu Réfléchissez. là. Allez, salut, salut. Salut, salut.